Bonjour à toutes et à tous, je suis Alima Sadiki, je travaille à FACERO. FACE, ça veut dire Fondation Agir contre l'exclusion, mais je ne vais pas vous en dire plus, je vous en dirai plus un peu tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Houssine Arabe et je suis délégué du Défenseur des droits à Montpellier, référent sur des questions de discrimination. Bonjour, David Roy, je travaille également pour le Défenseur des droits au pôle régional Occitanie et je suis chargé sur la région de la lutte contre les discriminations et plus largement de l'accès aux droits. Et du coup, je vais peut-être garder le micro pour commencer puisqu'on va commencer par une présentation tous les quatre et puis ensuite un temps d'échange. Donc, s'agissant du Défenseur des droits, moi, ce que je vous propose, c'est de vous donner, pour commencer, quelques éléments un peu clés sur l'ampleur des discriminations, leur effet délétère, et ensuite, très rapidement, vous donner quelques repères sur le droit de la non-discrimination, le harcèlement discriminatoire et sexuel, quelques repères juridiques, très rapidement et très simplement. Et puis, Houssine Arabe prendra le relais pour vous dire ce qu'est le Défenseur des droits, à quoi cette institution sert et comment on peut être saisi. Voilà. Peut-être dans ce propos introductif, le Défenseur des droits, parmi ses missions, conduit beaucoup d'études, de rapports, et puis il y a beaucoup de visibilité sur le terrain, puisqu'on est saisi de situations concrètes. Houssine y reviendra. Et en propos liminaire, je voudrais insister sur le fait que les discriminations, toutes les études qui ont pu être menées par le Défenseur des droits, l'Organisation internationale du travail ou d'autres structures sont convergentes sur le fait que les discriminations, c'est un phénomène qui est tout à fait massif. C'est-à-dire qu'en fait, la majorité des personnes, au cours de leur parcours professionnel, mais plus largement dans tous les domaines de la vie, sont exposées à des discriminations. Il faut, je vais peut-être pour ça vous donner quelques chiffres clés. Pardon, mais je vais reprendre mon document que j'ai oublié de sortir. Simplement pour avoir très rapidement un peu une mesure de ces discriminations. Sur une enquête de 2017, et depuis, les chiffres se sont pas arrangés. Une personne sur 3 enquêtée en population générale déclarait avoir été victime de discrimination dans les 5 dernières années, que ce soit en raison de son sexe, de son âge, de son origine réelle ou supposée, de ses convictions religieuses, de sa situation de handicap, de son orientation sexuelle ou encore de son identité de genre. Il faut retenir que ces discriminations-là, elles touchent donc tous les domaines. Je pourrais prendre, puisqu'on est ici dans le domaine universitaire, un exemple d'une enquête toute récente qu'on vient de publier il y a quelques semaines dans le domaine de l'enseignement supérieur. 50% des personnels de l'enseignement supérieur déclarent avoir vécu des discriminations, 20% des étudiantes et 7% des étudiants. Donc là, on va tout de suite se profiler à autre chose, c'est que si en moyenne les discriminations sont massives, elles touchent beaucoup plus fortement des personnes qui cumulent les risques d'être discriminées, ce qu'on appelle les critères de discrimination en droit. Alors là, en l'occurrence, on voit que les étudiantes déclarent avoir subi plus de discrimination que les étudiants dans le domaine de l'enseignement supérieur, mais on peut un peu développer ça dans le domaine de l'emploi, par exemple, sur une enquête récente. 13% des hommes perçus comme blancs déclaraient avoir subi des discriminations, 13% contre 46% des femmes perçues comme blanches. Le sexe peut être un critère déterminant, l'origine l'est encore davantage, parce que si on reprend ce même chiffre, donc 13% des hommes perçus comme blancs déclarent avoir vécu des discriminations, mais la proportion explose et passe à 59% pour les personnes perçues comme arabes, noires ou asiatiques. Voilà, donc c'est vraiment, on a un critère de l'origine qui est déterminant, et puis je ne vais pas trop développer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps sur le sujet, mais vous pouvez trouver sur le site du Défenseur des droits de très nombreuses ressources qui donnent la mesure de ce phénomène. Et je crois que ce qu'il faut retenir, outre le caractère massif des personnes surexposées dans ce qu'on appelle un peu l'intersectionnalité, le cumul des discriminations, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on ne peut pas penser les discriminations comme quelque chose qui se produit à un instant T et qui cesse. Les discriminations, en fait, les personnes qui y sont exposées, ils sont exposées sur le long terme, dans tous les domaines. Et en fait, ces discriminations, les enquêtes aussi, beaucoup d'enquêtes se sont intéressées à leurs effets, et elles ont des effets absolument délétères, des effets qui peuvent conduire à la dégradation de l'état de santé, à des carrières qui sont entravées, à des carrières qui sont des parcours professionnels auxquels on peut renoncer à force d'obstacles, etc., etc.
Je dirais juste un mot pour conclure là-dessus, dans le domaine de l'emploi, puisque au vu de votre formation, vous allez être sans doute amené à être en responsabilité toutes et toutes sur ces sujets-là. Je dirais qu'il y a non seulement un enjeu à respecter la loi, un enjeu éthique, un enjeu pour faire société, etc., mais qu'il y a aussi un enjeu professionnel, parce que dans les collectifs de travail, laisser s'installer des discriminations, je dirais que c'est un véritable poison, non seulement pour les personnes qui les vivent, mais aussi pour que ces collectifs de travail fonctionnent. C'est-à-dire que les personnes discriminées, qui vont être en arrêt de travail, qui vont subir des difficultés, ça peut être extrêmement compliqué pour que les collectifs de travail fonctionnent, au-delà de la souffrance et de la difficulté des personnes. Et puis, ça peut être aussi, par exemple, d'autres études le montrent assez largement, un obstacle et une façon pour des employeurs de se priver de collaboratrices et de collaborateurs tout à fait compétents et compétentes, par exemple, par des recrutements qui sont discriminatoires. Voilà. Et recruter sans discriminer, ça demande tout un travail, des choses qui sont mises en place, mais il y a beaucoup d'outils pour cela, on y reviendra. Voilà. Donc, je voulais quand même insister sur ce point-là. Et puis, très rapidement, du coup, partager avec vous quelques éléments clés sur le droit de la non-discrimination pour vous donner des repères. Alors rapidement, vous inquiétez pas, je vais pas faire un cours de droit rébarbatif. L'idée, c'est simplement de pouvoir vous donner des repères. Donc comment est-ce qu'on définit une discrimination en droit ? Le principe de base est relativement simple. Après, dans l'application, il faut un peu parfois cogiter et voir si c'est bien caractérisé. Mais une discrimination, juridiquement, il faut qu'on ait 3 éléments pour qu'elle soit constituée. Le premier, c'est un traitement moins favorable d'une personne dans une situation comparable. Par exemple, un refus de recrutement pour une personne en raison de son origine réelle ou supposée, c'est un traitement moins favorable par rapport à une personne qui est également candidate et qui n'est pas discriminée en raison de son origine. Premier élément. Le second élément, il faut que ce soit en lien avec un critère défini par la loi, un critère prohibé, c'est-à-dire une différence de traitement qui se fonde sur quelque chose qui est interdit. Discriminant en raison du sexe, discriminant en raison de l'orientation sexuelle, de l'âge, etc., de l'apparence physique. J'y reviendrai pour vous montrer un peu les différents critères de discrimination. Et enfin, le troisième élément, c'est dans un domaine déterminé par la loi. Donc l'accès à un bien ou à un service privé ou public, ça, le service public, c'est très large. L'accès à un service privé, ça peut être l'entrée dans un restaurant, une boîte de nuit, le fait de pouvoir accéder à l'ouverture d'un compte bancaire, enfin c'est un domaine qui est très large également, le logement, social ou privé, et puis évidemment l'emploi qui est un domaine très important dans le champ des discriminations. Donc voilà, le raisonnement à retenir, c'est qu'il faut qu'il y ait ces 3 éléments pour qu'on ait une discrimination. Traitement défavorable, selon un critère, dans un domaine prévu par la loi. Si vous avez quelqu'un qui, par exemple, organise une soirée, un de vos amis qui vous emmène dans une soirée et puis que la personne qui organise la soirée refuse de vous laisser rentrer parce que, par exemple, vous êtes d'une origine qui lui convient pas, ça peut être un délit, mais en tout cas, ça n'est pas une discrimination au sens juridique parce que ça se produit dans la sphère privée. Donc voilà, il y a des limites aussi en termes de domaine à connaître. Les 25 critères de discrimination, on va peut-être pas y passer trop longtemps, mais on peut dire qu'il y a des choses qui sont un peu inhérentes à la personne. L'origine réelle ou supposée, si vous êtes discriminé parce que on suppose que vous êtes d'origine africaine ou arabe ou asiatique en raison de votre nom, de votre apparence physique, etc. Ça, c'est quelque chose qui va rester, tout comme le sexe, la situation de handicap, certes, qui peut évoluer, mais souvent qui est durable. La question de l'âge, et puis l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'apparence physique. On a aussi beaucoup de discrimination en raison de l'apparence physique, par exemple des personnes tatouées dans le domaine de l'emploi ou des personnes qui ont une forte corpulence qui subissent des discriminations particulièrement importantes. Et puis ensuite des choses qui sont plus attachées aux libertés individuelles et collectives. Dans le domaine de l'emploi qui vous intéresse, je citerai la question des activités syndicales. On a beaucoup de syndicalistes qui sont discriminés dans le domaine de l'emploi, dont les carrières stagnent et qui effectivement ça peut constituer une discrimination. Et puis enfin des caractéristiques plus évolutives, l'état de santé, la grossesse, je dirais tout le halo de la grossesse, c'est-à-dire le moment où quelqu'un peut déclarer, une femme peut déclarer qu'elle est enceinte, mais aussi ce qui peut se produire au retour d'un congé maternité ou d'un congé parental qui peut s'en suivre, et les discriminations que l'on observe dans l'emploi qui sont très fortes autour de ces périodes-là. Voilà, je ne vais pas développer davantage, simplement rappeler que les discriminations, c'est sanctionné par la loi. On a d'abord le code pénal qui prévoit que l'auteur de discrimination encourt une peine de jusqu'à 3 ans de prison ou 45 000 € d'amende.
peines qui peuvent être aggravées si ça se produit dans un lieu accueillant du public ou si l'auteur des faits est une personne dépositaire de l'autorité publique. Donc ça, c'est le pénal. Soulignons quand même qu'il y a très peu de condamnations pénales dans le domaine des discriminations. La preuve est difficile à établir. Il faut une preuve formelle, il faut prouver l'intentionnalité de l'auteur des faits. Par contre, et ça peut aussi particulièrement vous intéresser pour la suite de vos parcours, devant les juridictions civiles ou administratives, pour prendre un exemple, c'est un conflit entre un employeur et un salarié, dans l'emploi public ou privé par exemple, donc un salarié ou une salariée qui va devant les prud'hommes dans le privé, ou qui va dans le public devant le tribunal administratif. Là, on a beaucoup plus de situations qui sont jugées avec, par exemple, une décision qui est tombée hier ou ce matin d'un steward de chez Air France qui portait une coiffure avec des tresses sur la tête, un homme, et qui a gagné, après une très longue bataille juridique devant la Cour de cassation, au motif qu'il était discriminatoire de le licencier pour cette raison, puisque les femmes avaient l'autorisation de porter également des tresses et qu'il n'y avait aucune raison liée, impérative, nécessaire, qui justifiait qu'on interdise aux stewards hommes de porter des tresses sur la tête, quoi. Voilà. Mais en tout cas, ce que je veux dire là-dessus, c'est que dans ce domaine, on a quand même, je dirais, beaucoup plus de possibilités de faire sanctionner la discrimination parce que on a un aménagement de la preuve. C'est-à-dire que il suffit qu'un ou une salariée réunisse un faisceau d'indices, des éléments suffisants qui laissent présumer, qui laissent penser que potentiellement il y a une discrimination pour que l'employeur soit obligé d'expliquer par des raisons objectives non discriminantes pourquoi il y a une différence de traitement. Par exemple, je refuse de recruter si la personne a un mail qui lui dit « Ah ben non, on vient d'apprendre que vous êtes enceinte, madame, alors finalement on revient sur notre décision, on ne vous recrute pas. » Bon ben là, l'employeur, il va avoir du mal à justifier par des raisons objectives que le refus d'embauche est basé sur d'autres raisons. Mais si quelqu'un a une carrière qui stagne dans le domaine de l'emploi et si on se dit c'est peut-être lié à l'activité syndicale ou à l'état de santé ou à une phase grossesse, congé maternité plus congé parental, l'employeur, il va falloir qu'il explique si la personne a une carrière qui a stagné, a été un peu mise au placardisée, etc. Il va falloir qu'il puisse justifier le fait que cette personne-là n'a pas évolué par rapport à ses collègues dans une situation à peu près comparable, à des postes relativement similaires. L'employeur va devoir justifier par des raisons non discriminatoires, c'est-à-dire par exemple des notations qui sont pas très bonnes, quelqu'un qui a mal accompli ses missions, etc. S'il est dans la capacité de le justifier, alors les juges vont retenir qu'il y a une discrimination et vont réparer le préjudice, ce qui peut avoir un poids conséquent pour les entreprises au-delà des victimes qui sont les premières touchées. Bon, voilà, je crois que je vais pas aller sur les slides que j'avais prévus parce que j'ai fait trop long. Sur harcèlement discriminatoire et harcèlement sexuel, je vous dirais simplement que c'est aussi un autre domaine sur lequel le défenseur des droits est compétent et qui est important à prendre en considération, mais on pourra y revenir éventuellement dans les échanges et dans le débat. Voilà, du coup, je passe la parole à Oussine. Pardon d'avoir été un peu long. Merci David. Je vais essayer de faire court. Donc face à ce constat-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que défenseurs des droits? D'abord, qu'est-ce que c'est que le défenseur des droits? Le défenseur des droits, c'est une haute autorité indépendante, prévue par la Constitution depuis 2011, et qui a pour mission de veiller au respect des droits et libertés dans les champs de compétences qui sont les nôtres. La défenseur des droits, puisque c'est à la fois une institution et une personne, c'est Claire Hédon, qui a été nommée en 2020, et qui est nommé pour 6 ans de manière irrévocable et non renouvelable, ce qui est un gage d'indépendance de notre institution. Donc, le défenseur des droits veille au respect des droits et libertés dans 5 domaines de compétences. Bien sûr, la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité est un des champs de compétences du défenseur des droits. Sur lequel on fait un travail particulier depuis 1 an ou 2, puisqu'effectivement, comme l'a dit David, c'est dans notre société, dans notre pays, quelque chose qui sape un peu les valeurs et la confiance dans les valeurs républicaines. Donc, on fait un travail plus important dans ce domaine-là, mais il y a d'autres domaines de compétences. On est compétent sur le droit des usagers des services publics,
qu'ils soient services publics d'État ou collectivités territoriales. On est compétent sur la défense et la promotion des droits de l'enfant, donc la Convention internationale des droits de l'enfant. On est compétent sur un domaine qui est de veiller au respect des règles déontologiques des forces de sécurité, publiques ou privées, donc police, gendarmerie, mais aussi vigile, etc. Et le 5e domaine de compétence qui est assez récent, c'est l'accueil, l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte. Voilà. Donc 5 domaines de compétences pour lesquels l'institution est quand même dotée de 550 environ délégués territoriaux, comme moi. Moi, je suis délégué à Montpellier. Nous sommes 550 sur le territoire national et outre-mer. Par exemple, en Occitanie, on est 56, je crois, délégués. 58 maintenant. Dans l'Hérault, on est 10. Et on est présent pratiquement dans toutes les villes principales. On est présent à Montpellier, à Lodève, à Gignac, à Lunel, à Béziers, à Agde, et j'en oublie certainement. Voilà, on est quand même assez présent et on est présent dans différents lieux. On est présent dans les maisons de services publics. On est présent dans les maisons de justice et de droit. On est présent dans les préfectures, parfois dans les CCAS, parfois dans les centres sociaux. Et on est présent aussi dans toutes les prisons, dans tous les centres de détention et maisons d'arrêt, où on tient des permanences, parce que les détenus sont certes privés de liberté, mais ne sont pas privés de droits. Donc, on est aussi présent dans ces lieux-là. Donc, comment on peut agir sur ces questions de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité? Nous, à notre niveau, en tant que délégués, voilà, on a des permanences, on reçoit les usagers, qui nous font part de leurs difficultés, de leur éventuelle discrimination. Nous, notre rôle, au niveau local, c'est de trouver des solutions de médiation. Alors, on peut penser que dans ces cas-là, c'est difficile de faire une médiation avec un employeur, ou difficile de faire une médiation avec une banque, etc. Mais il se trouve que, de par la médiation, on arrive à trouver des solutions très souvent. On n'est pas obligé d'aller en contentieux. On a vu tout à l'heure, hein, discrimination, c'est puni par le code pénal, etc. Mais on n'est pas obligé d'aller en contentieux pour trouver une solution, pour régler des questions de discrimination. Moi, j'ai eu des usagers, des citoyens, qui ne demandaient simplement que des excuses quand elles ont été discriminées sur leur apparence, sur leur appartenance religieuse ou etc. Alors bien sûr, après, quand il y a une discrimination dans l'emploi et que ça génère des préjudices importants, là, effectivement, ça se règle peut-être aussi par le contentieux, comme l'a dit David, à travers le tribunal administratif ou le conseil des prud'hommes. Mais il faut savoir que quand même, on trouve beaucoup de solutions par la médiation, et c'est notre travail, nous, en tant que délégués. Les chiffres de l'année dernière, par exemple, je crois que l'année dernière, nous, on a eu 1425 réclamations et 93% de ces réclamations ont été traitées en médiation et ont trouvé des solutions en médiation. Quand on n'arrive pas à trouver des solutions en médiation, alors pour trouver ces solutions en médiation, bien sûr, les délégués référents comme moi, discrimination, mais les autres aussi, discutent entre eux, font appel au pôle régional avec David et Romain, qui est notre chef de pôle, et on a un appui juridique au niveau régional pour traiter ces réclamations. Mais quand on n'arrive pas à les traiter en médiation, c'est le service juridique du défenseur des droits à Paris, où à Paris, il y a quand même 200, 300, 270 salariés, principalement des juristes de haut niveau, qui, eux, ont des pouvoirs que nous, on n'a pas, puisque le siège du défenseur des droits a des pouvoirs d'instruire des réclamations, un pouvoir d'enquête, un pouvoir d'audition, de convoquer les personnes, un pouvoir de se rendre sur place. Le défenseur des droits a le pouvoir, comme l'inspecteur du travail d'ailleurs, de se rendre sur place dans une entreprise, d'auditionner les personnes sur place, de demander des documents, refuser
de donner des documents aux défenseurs des droits, c'est un délit d'entrave qui est puni par la loi. Donc on a quand même des pouvoirs assez importants au niveau du siège qui permettent d'élaborer une réponse juridique, qui est lue devant les tribunaux. Ce sont des observations juridiques qui sont lues devant les tribunaux, tribunal des prud'hommes, tribunaux civils et pénals aussi, et on est suivi à 85% par les tribunaux quand il y a des observations qui sont écrites par le défenseur des droits. Donc voilà un petit peu l'organisation du défenseur des droits. Je ne sais pas si j'ai... Ah oui, j'ai oublié, il y a une autre manière. Alors, pour saisir le défenseur des droits, c'est soit à travers les délégués, donc je vous ai donné un petit peu les... Alors, pour contacter un délégué, vous allez sur le site du défenseur des droits, défenseurdesdroits.fr, vous mettez le numéro du département et vous avez la liste des délégués, et donc on peut les contacter directement, mais on peut aussi faire une réclamation directement sur le site du défenseur des droits à travers un formulaire de saisine, où on saisit directement. Et on a créé depuis maintenant 1 an et demi une plateforme qui s'appelle antidiscrimination.fr et qui est une plateforme qui vise à faciliter justement face à ce non-recours qui est important sur les discriminations, qui facilite la possibilité de se renseigner, d'avoir des informations juridiques et de saisir le défenseur des droits à travers un chat ou à travers un numéro de téléphone qui est le 3928, c'est bien ça. Depuis 1 an et demi, on a eu plus de 18 000 appels et réclamations à travers cette plateforme qui facilite vraiment la saisine du défenseur des droits dans ce domaine précis. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, puisqu'il y aura un temps d'échange avec la salle. Je passe la parole à Facero. Je veux bien, mais... Du coup, comme tout à l'heure, je vous le disais, FACE, ça veut dire Fondation Agir contre l'exclusion. Et donc, nous, FACE est né à Paris en 93, à l'initiative du ministère du Travail et de certaines entreprises, surtout de certains dirigeantes d'entreprises qui étaient plutôt engagés à ce moment-là. Le but était de lutter contre toute forme de discrimination et d'exclusion. Aujourd'hui, FACE, donc Fondation Agir contre l'exclusion, en chiffres, c'est quand même plus de 25 années d'expérience. C'est 53 clubs FACE en France. Il y en a dans pas mal de départements en France. C'est beaucoup d'entreprises engagées à nos côtés. C'est plus de 6 000 entreprises à nos côtés et pratiquement 400 000 bénéficiaires. On a des valeurs particulières, ça va être l'égalité, la diversité et l'inclusion. Et si on s'intéresse à Facero, nous, on est né en 2002. On a eu la chance de fêter nos 20 ans cet été. Et donc, c'était à l'initiative du conseil départemental et d'entreprises engagées sur le territoire. Aujourd'hui, notre présidente, c'est Michèle Tisser, qui est la première femme bâtonnier au barreau de Montpellier. Je vous le souligne parce que ça souligne encore une fois une différence entre les femmes et les hommes. Et notre directrice, c'est Caroline Cazit. On a la chance d'avoir 2 sites, un sur Montpellier et un sur Béziers, afin du coup de répondre à un maximum de problématiques sur le territoire de l'Hérault. On agit sur 5 axes, 5 grands axes stratégiques. On a d'abord l'emploi. Là, le but va être de favoriser l'accès à l'emploi de toutes et tous, notamment avec un accompagnement des publics qui vont plutôt être éloignés de l'emploi, ou qui vont connaître des difficultés en fait à accéder à l'emploi. Ça va être par exemple les allocataires du RSA, ça va être par exemple les personnes réfugiées, ça va être par exemple les personnes en situation de handicap et d'autres. Je vous expliquerai peut-être un peu plus tard avec des exemples de bonnes pratiques ce qu'on peut faire dans l'emploi. On a aussi un axe d'activité stratégique qui est l'éducation, parce qu'on se rend compte qu'en fait, les préjugés, les stéréotypes naissent très très tôt dans l'esprit des enfants, et notre but est de voir favoriser l'égalité des chances dès le plus jeune âge. Ça va se faire par plusieurs actions. Par exemple, on a une action qui est à destination des jeunes filles de collège et de lycée, qui s'appelle Wi-Fi et qui propose en fait des ateliers du numérique. Ah oui, je vous ai pas dit un truc très très important, c'est qu'on a un club du coup d'entreprises responsables et engagées et que du coup toutes nos actions on les mène avec nos entreprises. On a la chance d'en avoir de toute taille, des grandes, des petites, des moyennes, du coup ce qui permet que on puisse encore plus agir.
Donc dans l'éducation, par exemple, on propose du coup ces ateliers à ces jeunes filles, des ateliers du numérique, parce qu'aujourd'hui on a un grand problème dans le numérique, c'est qu'il y a un grand problème de mixité des métiers, et c'est un milieu qui reste très masculin encore aujourd'hui. Du coup, on s'est dit on va leur proposer des ateliers à ces jeunes filles pour leur rentrer dans la tête dès le plus jeune ais qu'elles peuvent accéder à ces métiers-là, et ça marche très 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 bien. Et je tiens à souligner que c'est des jeunes filles qui sont motivées parce qu'elles le font le mercredi après-midi pendant que tous leurs copains et copines vont s'amuser, elles vont en cours. On a l'axe du territoire. On est animateur de différents dispositifs d'État sur le territoire. Donc, on a la chance de travailler avec les collectivités locales et ce qui représente l'État ici, donc la dette. Et on va être animateur de la charte entreprise et quartier qui permet aux entreprises de s'impliquer dans les quartiers prioritaires de la ville. À Montpellier, il y en a 12. Et donc, du coup, elles vont s'impliquer sur l'éducation. Par exemple, elles vont aller faire des présentations métiers dans les collèges, lycées, dans les quartiers prioritaires. Elles vont s'impliquer sur l'emploi, donc en essayant de diversifier leur sourcing et donc du coup de recruter différemment. Par exemple, elles vont aussi s'intéresser au développement économique de ces quartiers. Elles vont aussi apporter leur soutien aux associations de ces quartiers prioritaires, notamment en leur donnant du matériel. On a aussi la médiation sociale, donc on a la chance d'avoir des médiateurs sociaux à face héros qui vont accompagner nos publics dans tout ce qui est accès aux droits. Et c'est vraiment pour toute personne, ça va être accès aux droits, accès aux biens, accès aux services, donc tout ce qui va être tâches administratives. Et enfin, on a l'entreprise, où là, on va accompagner nos entreprises sur différentes thématiques. On va leur proposer, par exemple, des formations sur la lutte contre les discriminations, sur la lutte contre les violences sexuelles au travail, sur le handicap, l'intégration des personnes LGBT en entreprise. On va leur proposer des diagnostics sur la diversité, l'égalité pro. Vraiment, on propose un grand accompagnement avec ces entreprises-là. On leur propose aussi des groupes de travail. Là, c'est plus intéressant. Elles vont venir avec nous, elles vont travailler sur une thématique. La dernière en date, c'était la neurodiversité. La neurodiversité, ça fait appel à tout ce qui est DIS, ce qui est au potentiel intellectuel, ce qui est TDAH, donc trouble du développement de l'attention et de l'hyperactivité. Et donc, du coup, le but étant d'intégrer un maximum les personnes qui souffrent de ces troubles en entreprise. Parce que c'est pas des handicaps visibles, et la plupart du temps, quand c'est pas des handicaps visibles, les personnes elles ont du mal à les intégrer et à les prendre en compte. Là, le but c'était de concevoir, de ces groupes de travail, c'est de concevoir des outils à destination des plus petites entreprises qui ont du mal à s'outiller et des associations qui ont aussi du mal à s'outiller. Voilà pour FACE, c'était un peu long et je vous ai même pas tout dit ce qu'on faisait, mais je vais continuer avec quelques bonnes pratiques des entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, il y en a certaines sur le handicap. Donc, on travaille avec l'entreprise Dell Technologies, qui est bien présente sur le territoire et qui est engagée sur vraiment plusieurs thématiques, qui a créé il y a quelques années en arrière un groupe de travail, donc des collaborateurs et collaboratrices de Dell, qui s'appelle Truability. Et là, l'objectif, c'était de vraiment favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Ça allait être par des visites d'entreprise pour ces personnes-là, ça allait être par des stages d'immersion à destination de ces personnes. Et c'est vrai que ça a permis à Dell et à ses collaborateurs et ses collaboratrices d'un peu réduire un peu les préjugés, les stéréotypes qu'ils pouvaient avoir en fait sur les personnes en situation de handicap, et ça a très très bien marché. Plus tard, en 2018, même si c'est du coup il y a 4 ans en arrière, les équipes elles ont créé des casques de réalité virtuelle où en fait quand on les met, on est tout à fait dans la situation d'une personne qui souffre d'autisme. Et là aussi, ça a permis de sensibiliser les collaborateurs et les collaboratrices. Aujourd'hui, à Dell, il y a une personne en situation d'autisme qui a été embauchée, qui a pu témoigner d'ailleurs lundi à un événement, et c'était très intéressant. Au-delà de ça, ils ont mis aussi en place dans un groupe de travail la réalisation d'un annuaire autisme à destination des entreprises pour qu'on puisse référencer sur le territoire et relever toutes les entreprises qui seraient capables et dans la volonté d'accueillir des personnes en situation d'autisme dans leurs effectifs. Donc là, on lutte quand même contre certaines discriminations à destination des personnes en situation de handicap. Autre exemple, je suis un peu longue, je vais vous dire autre chose que le handicap. Sur les quartiers prioritaires de la ville et la diversité en entreprise, on a plusieurs entreprises qui mènent aussi de très belles actions. On a l'exemple de Montpellier Business School qui a pu faire une expérimentation avec une association qui s'appelle Coraline,
ou c'est fait pour vous, il y a plusieurs noms parce qu'elle a plusieurs activités. Et donc, Montpellier Business School a pu accueillir en entretien des personnes qu'elle n'avait pas l'habitude d'accueillir. Donc, notamment des personnes issues de quartiers prioritaires. Ça a donné un très bel entretien, un recrutement derrière, un CDI, et surtout, l'entreprise est plus que satisfaite par ce recrutement. Et donc là, on se rend compte que les entreprises ont quand même envie d'aller vers ce qu'elles ne connaissent pas pour lutter contre les discriminations et les exclusions. On a l'entreprise Signia également qui fait beaucoup de présentations à métier auprès des jeunes scolaires et des demandeurs d'emploi dans les quartiers prioritaires et surtout qui embauche pas mal de personnes aussi. En termes d'égalité professionnelle et de mixité des métiers, aujourd'hui on a beaucoup de secteurs, on dit des secteurs en tension pour plusieurs raisons. On a notamment par exemple le BTP qui est aujourd'hui un secteur encore très masculin, le service d'aide à la personne qui est aujourd'hui un secteur qui est très féminin. Et vraiment notre but c'est de féminiser ou de masculiniser un maximum ces métiers. Et on a l'entreprise Veolia qui a mis il y a quelques temps en arrière un projet appelé Electro à destination des femmes parce que Veolia connaît vraiment un problème de mixité des métiers et donc du coup elle a mis en place un contrat de professionnalisation sur 12 mois à destination de toutes les femmes et sans aucune condition, ni d'âge, ni de diplôme, ni d'expérience et du coup là le but était du coup bien évidemment de féminiser les équipes et ça a marché parce que depuis leur effectif en termes de femmes ont quand même augmenté. Donc, je vous dis pas qu'on arrive à une mixité parfaite ni à une parité parfaite mais ça a augmenté quand même. Enfin, ma dernière thématique, ça va être l'insertion professionnelle et sociale des personnes réfugiées. Vous êtes au courant qu'on est quand même un territoire qui est accueillant et il n'y a pas longtemps, vous savez qu'on accueille pas mal de personnes issues d'Ukraine avec le conflit actuel. Et donc, il y a des entreprises qui mènent aussi de belles actions à destination de ce public. On a notamment l'organisme de formation l'AFPA qui recrute beaucoup ce public, mais au-delà de ça, ils vont leur proposer en fait des formations de FLE notamment pour qu'elles puissent ces personnes apprendre le français et en plus de ça des formations métiers qui leur donnent souvent derrière accès à des embauches dans des structures. Et enfin, mon dernier exemple, c'est celui de BNP Paribas, qui a proposé du coup plusieurs ateliers CV et d'ateliers de coaching à destination de ce public-là. Ça a permis surtout là aussi que les collaborateurs et collaboratrices se rendent compte à quel point il n'y avait pas à avoir peur de la barrière de la langue, qu'ils arrivaient très bien à communiquer avec ces personnes-là. Et derrière, ça a aussi donné lieu à des recrutements. Donc voilà, je vais vous donner quelques exemples de bonnes pratiques d'entreprise sur ces sujets-là pour vous montrer qu'en fait, c'est possible. Il suffit juste d'avoir un peu de volonté et de peut-être juste parfois en fait de bien s'entourer parce que pour nos entreprises parfois c'est compliqué, elles ont envie de faire mais elles savent pas comment faire et c'est un peu notre rôle à nous en tant qu'association, c'est les accompagner dans ces démarches-là et leur proposer des actions qui pourront du coup lutter contre ces formes d'exclusion et de discrimination. Voilà. Je passe la parole à Adam. Merci. Alors du coup, si je suis présent aujourd'hui, c'est pour vous présenter mon métier. Je suis chargé de mission entreprise, du coup au département emploi entreprise, et mon métier est un petit peu particulier. Tous les jours, je vais à la rencontre d'employeurs qui peinent à recruter et qui pourtant ont de gros besoins en recrutement, notamment dans des métiers en tension. Et on est sur un constat qui est les entreprises ont du mal à recruter, les personnes en recherche d'emploi ont du mal à trouver un emploi, le marché de l'emploi dysfonctionne et on aimerait comprendre pourquoi. Et donc par mon métier, je vais essayer d'agir humblement sur les systèmes de ces entreprises qui recrutent, comment elles recrutent pour essayer de comprendre pourquoi elles ont du mal à recruter, comprendre pourquoi les demandeurs d'emploi ont du mal à trouver un emploi et faire changer cela. Comment est-ce qu'on fait ? On agit avec une méthode, on intervient via une méthode qui s'appelle la méthode IOD, qui a été créée il y a plus de 30 ans à Bordeaux par une association qui s'appelle Transfert. La méthode IOD, ça veut dire intervention sur l'offre et la demande. Donc, concrètement, ce que je viens de vous expliquer, je vais en entreprise, je rencontre des employeurs, et mon but, ça va être vraiment d'essayer de comprendre comment ils recrutent. Je pense que par votre formation, vous êtes un petit peu habitué ou allez être habitué à recruter. Et pour vous, quelles sont les méthodes, les canaux de recrutement classiques ? Ça va être CV, lettre de motivation et entretien d'embauche. Nous, on s'est rendu compte que ces canaux de recrutement, ils sont, je dirais, discriminants par nature. Ça va être compliqué pour quelqu'un, imaginons un demandeur d'emploi,
qui est à la recherche d'un emploi depuis très longtemps, d'aller en entretien, de motiver une lettre de motivation et un CV quand il n'y a pas grand-chose dedans. Et donc nous, via la méthode IOD, on propose aux employeurs de décentraliser l'entretien d'embauche autour d'une visite de poste. Donc je vais demander, si prenons un exemple, un employeur du BTP, est-ce que vous seriez intéressé d'aller directement sur le chantier, dans l'environnement de travail de l'offre proposée, faire visiter le poste de travail aux futurs potentiels salariés. Et donc c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne dans divers métiers et domaines d'activité, en allant directement sur l'environnement de travail. Suite à cela, on fait de la médiation active avec l'entreprise. Le but, c'est vraiment que ces deux mondes qui habituellement ne se rencontrent pas se rencontrent, et du coup se rencontrent autour d'une visite de poste. À la fin de cet entretien, moi, quand je vais rencontrer un employeur, ce que je lui dis, c'est que je ne peux pas vous garantir que le candidat, il est motivé, il a les compétences que vous souhaiteriez qu'il ait. Le seul truc que je peux vous garantir, c'est que le candidat, à la fin de cette visite de poste, il a compris tous les éléments liés à la fiche de poste et à l'environnement de travail. Et suite à cette rencontre, seul le candidat pourra vous dire « oui, ça m'intéresse » ou « non, ça ne m'intéresse pas ». S'ils sont OK pour démarrer et créer une embauche, je me mets un peu en retrait, tout en étant quand même là, et je fais ce qu'on appelle un suivi pendant toute la période d'essai. Suite à cette période d'essai, on se retire et ce que je dis très souvent à mes candidats, via la méthode IOD, d'ailleurs les candidats, on les appelle les professionnels. On essaye vraiment de retirer toute stigmatisation. Il n'y a pas de CV, pas de lettre de motivation. L'entreprise ne sait pas s'il va recevoir un homme, une femme. On est vraiment très neutre. Il n'y a pas de mise en concurrence non plus des candidats. Et donc du coup, voilà, période d'essai validée. Ce que je dis à mes candidats, c'est moi, je vous ai présenté en entreprise. Vous avez potentiellement été embauché, mais la personne ressource dans l'entreprise, c'est vous. Celui qui allait être le plus fédérateur pour cette méthode, pour l'entreprise, c'est vous. Et donc, c'est par cela qu'on crée notre réseau d'entreprise, par les personnes qu'on met en entreprise. Voilà. Cette méthode, ça fait plus de 30 ans qu'elle a été créée. Il y a des chercheurs sur Bordeaux qui essayent continuellement d'améliorer la méthode. Donc, les méthodes évoluent, les dispositifs évoluent, et c'est tout le temps en mouvement. Les entreprises, très souvent, une fois qu'ils ont fait cet effort de changer un petit peu leur dogme, sont très satisfaits de cette manière de fonctionner et reviennent vers nous. Voilà. Alors, je vais présenter un peu plus largement les dispositifs que nous avons sur Montpellier. Nous accompagnons différents publics. Le premier public, c'est le public ENA. ENA, ce que ça veut dire, c'est tout comme Facero, emploi durable pour les nouveaux arrivants, et ce sont des publics réfugiés politiques et primo-arrivants. Nous avons aussi les publics QPV, donc habitants le quartier prioritaire de la ville, et en dernier lieu, nous accompagnons plus majoritairement les femmes. Voilà. Alors, voilà un petit graphique de la méthode IOD qui explique en fonction de la différente posture que l'on peut avoir vis-à-vis des bénéficiaires, que l'on appelle professionnels. Il y a différentes étapes. La première qui est l'accueil, le rendez-vous, la première fois que l'on rencontre la personne qui souhaite trouver un emploi. Suite à cet accueil, on fait ce qu'on appelle un appui individuel, ou plus communément appelé un point recherche-emploi, où est-ce qu'on va, avec la personne, définir un petit peu quelles sont ses envies, le projet professionnel, on va dire, de la personne. Et suite à cet appui individuel, on va lui faire, ou collectif, ça peut se passer aussi en collectif, où on reçoit plusieurs personnes en même temps, on va lui faire un rendez-vous de proposition d'offre. Comment se passe ce rendez-vous de proposition d'offre? Suite aux envies de la personne, on va lui proposer 3 offres d'emploi qui correspondent plus ou moins à ce qu'il nous a cité en amont. Pourquoi 3 offres d'emploi? Parce qu'on s'est rendu compte que si on vous fait une proposition et que vous y répondez favorablement non, vous n'avez pas tellement eu le choix. 2, le choix il est quand même assez restreint. 3, c'est la seule façon selon nous, que l'on a de se dire bon, le candidat il a sélectionné cette offre parmi 2 autres, c'est qu'il a un réel intérêt pour cette offre. Suite du coup à ce rendez-vous de proposition, l'objectif pour moi ça va être de contacter l'entreprise qui propose cette offre pour un entretien de mise en relation que l'on appelle EMR. Et donc du coup cet entretien de mise en relation c'est la fameuse visite de poste avec l'employeur. Et donc après cette étape on a le suivi du salarié, le suivi avec l'encadrement, donc en gros c'est le suivi avec l'employeur, et après on se met un peu plus en retrait quand la période d'essai est validée.
Du côté entreprise, ça se passe, on va dire, plus ou moins pareil, mais différemment. Il y a la prospection d'entreprise. Donc c'est concrètement, je prends mon téléphone, je regarde les entreprises qui peinent à recruter et je vais à leur rencontre. Suite à cette rencontre naît ce qu'on appelle une analyse de situation de travail. Donc je vais aller directement sur l'environnement de travail où l'employeur peine à recruter, visiter le poste de travail, qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, on essaye à ce moment-là de faire comprendre à l'employeur, on est là pas pour trouver un candidat, mais pour penser le travail à faire. Pour cette offre, qu'est-ce qui, selon vous, est indispensable? Quelles sont les tâches à réaliser? On note tout sur un document interne, et en fait, ça va être pour nous ce qui nous permet en suivi d'avoir quelque chose d'objectif pour juger du travail de la personne. Parce que très souvent, un employeur va nous dire, voilà, c'est pour, prenons un exemple, un métier dans le numérique, il y a telle et telle tâche à faire, et en fait, en suivi, on se rend compte que ce que reproche l'employeur au salarié ne sont finalement pas les tâches que le salarié a réalisées. Et donc, via l'analyse de situation de travail, on a des éléments objectifs pour juger si oui ou non le salarié réalise ce que l'employeur attend de lui. On fait également, pour des entreprises ou alors même des secteurs d'activité très en tension, on peut faire ce qu'on appelle des plans d'intégration. Pourquoi un plan d'intégration? Parce que parfois, il y a des domaines qui sont peu attractifs, mais pour lesquels il faut des qualifications, il faut de l'expérience. Mais quand les personnes qui postulent n'ont pas d'expérience, on essaye de trouver un terrain d'entente pour permettre aux candidats une montée en compétences. Et donc, imaginons, on va faire quelque chose comme 2 semaines en binôme avec un salarié qui est déjà expérimenté. On peut faire une diminution de la charge de travail. Par exemple, si c'est quelqu'un qui travaille dans la préparation de commandes, au lieu de faire 100 commandes par jour, il va peut-être en faire 60 pendant quelques jours, puis 80. Voilà, une montée progressive en charge. Donc voilà, suite à cette AST, l'analyse de situation de travail, on peut ou pas négocier le poste de travail. Donc ça va être de négocier certains critères. Je pense que vous avez tous déjà vu dans des offres d'emploi permis obligatoire, alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Certains diplômes ou certaines expériences, alors que c'est pour des métiers qui n'en nécessitent pas forcément. Enfin voilà, on essaye de négocier, revoir un peu à la baisse les prétentions de l'employeur quand c'est pas nécessaire évidemment. Et puis après, c'est voilà, on essaie de fidéliser l'employeur via la pérennisation de ses postes de travail. Voilà la méthode IOD dans les grandes lignes. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Pour toutes les questions, on va faire passer le micro parce que comme vous êtes filmé, c'est important de pouvoir entendre vos questions. Alors, n'hésitez pas, comme on vous l'a dit, c'est sans tabou. L'idée, c'est de pouvoir poser toutes nos questions avec toute bienveillance. J'ai entendu tout à l'heure que tu disais, juste à gauche, j'ai pas ton prénom, je suis désolé. Adam. Du coup, Adam, tu disais que il y avait un fort besoin au niveau féminin, en tout cas du recrutement. Je pense que c'est un besoin qui a du coup été soit émergé du terrain, soit analysé. Pourquoi? Alors, si j'ai bien compris la question, c'est pourquoi est-ce que le besoin en recrutement au niveau féminin est demandé? Déjà, pour des métiers, je dirais du BTP ou voilà des métiers très physiques, c'est vrai que c'est des métiers sous-représentés par les femmes. Et c'est pas forcément une volonté des employeurs. Très souvent, ce qu'on pense, c'est que les employeurs se disent, voilà, c'est un métier difficile, il faut un homme. Pas du tout. Et donc, du coup, c'est déjà une demande des employeurs. Voilà, moi, je m'inscris dans une démarche d'égalité et j'aimerais que mon métier déjà soit un peu plus connu par tout le monde. Et parfois, on peut avoir une vision qui n'est pas celle du terrain. Et donc, c'est pour ça que très souvent, les employeurs font, comme chez Facero, ce qu'on appelle des témoignages métiers pour, on va dire, attirer un peu plus de personnes. Mais voilà, personnellement, en tout cas, le retour que j'ai de mes employeurs, c'est ça, c'est que c'est des métiers un peu fuis, mais sans forcément de raison de leur part. Eux, évidemment, ils ont envie que leur métier soit connu.
Est-ce que vous voulez rebondir Je pense que vraiment c'est un problème de société et comme tu le dis, c'est pas les entreprises le problème parce qu'elles sont déjà sensibilisées et volontaires sur ces questions-là. Avec Facero, on a eu la chance d'intervenir auprès des plus jeunes, des collégiens, des lycéens et notamment des primaires récemment, de CM1. Et en fait, dans leur tête, il y a déjà des préjugés, il y a déjà des stéréotypes. C'est pour eux, oui, travailler dans le BTP, non, c'est un homme qui va y aller. Travailler dans le service d'aide à la personne, c'est une femme qui va y aller. Donc je pense qu'en fait, il y a peut-être ce travail à faire de déconstruction. Je sais que c'est un mot un peu à la mode, mais de déconstruction en fait de tout ça. Et il faut savoir aussi que parfois, quand on parle de différence entre les femmes et les hommes, on a tendance à croire que c'est que de la faute des hommes. C'est absolument pas le cas. On fait malheureusement tous du sexisme et ça peut être sur tout et n'importe quoi, notamment sur l'emploi et le monde du travail. Si, peut-être un petit mot rapide pour dire qu'effectivement, au niveau du défenseur des droits, on peut être saisi par des employeurs, publics comme privés d'ailleurs, hein, qui en fait discriminent parfois sans avoir vraiment conscience de le faire. Alors évidemment, il y a de l'intentionnalité très claire parfois, mais ça peut arriver, par exemple, que sur ce que je disais tout à l'heure, une femme enceinte dont la carrière a stagné parce qu'elle a pris différents congés liés à sa situation familiale et en tant que femme, les employeurs vont pas forcément le mesurer. C'est quand on est saisi qu'on va mener une instruction ou engager un règlement amiable et qu'en lien avec les syndicats, on va montrer qu'effectivement la rémunération a complètement stagné par rapport aux autres personnes dans l'entreprise, où là, les entreprises réalisent. Et d'ailleurs, quand on les approche, avec même toute la diplomatie, quand on est dans un règlement amiable en disant mais il y a potentiellement une discrimination, souvent ça crée un peu un électrochoc, quoi. Comment nous on discrimine? Et en fait, bon, en gros, ça veut dire que si la question de la discrimination et la volonté d'être égalitaire n'est pas intégrée dans une politique RH d'emblée, si elle n'est pas pensée, si le recrutement n'est pas organisé autour de ça pour éviter les biais, la discrimination, si les évaluations, si les progressions de carrière ne sont pas observées, s'il n'y a pas une grande attention sur cette question-là, on a toutes les chances qu'une entreprise privée ou qu'un service public produisent de la discrimination. C'est plus que toutes les chances, c'est que, en fait, si c'est pas intégré dans les process et pris en compte, ça produira de la discrimination immanquablement parce qu'on a effectivement des biais dans les organisations, dans les évaluations, dans les appréciations, etc. Et pardon, juste pour terminer, je précise aussi que on a aux défenseurs des droits également des outils à disposition. On a par exemple un guide recruter sans discriminer, mais des kits aussi qui permettent qui sont des fiches pratiques qui ont été construites aussi en collaboration avec des entreprises ou des services publics qui permettent de servir d'outils pour mettre en place ces politiques RH. Et souvent, dans ces politiques-là, je terminerai par là, je dirais que la question de l'égalité femmes-hommes est plutôt bien prise en compte, ou disons de mieux en mieux prise en compte. La question du handicap également, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine, mais tout particulièrement, on a deux facteurs de discrimination qui sont très peu pris en compte. C'est la question de l'orientation sexuelle, où on a beaucoup finalement de manifestations de LGBT-phobie dans les entreprises, même s'il y a des dispositifs qui existent, des chartes, etc. Mais c'est très très insuffisamment pris en compte. Et c'est encore pire sur la question de l'origine réelle ou supposée, de tout ce qui peut tourner autour de la xénophobie et du racisme en toile de fond en matière de stéréotypes, ou même sans aller jusque-là, hein, simplement de préjugés, pas forcément mal intentionnés, mais qui produisent des résultats catastrophiques. Donc voilà, j'attire votre attention aussi sur ces enjeux-là, qui sont à la fois les critères parmi les plus discriminants, et en même temps les plus invisibilisés, les moins pris en compte dans les politiques à la fois, je dirais, publiques et entrepreneuriales. Moi, je voulais rajouter un critère qui actuellement me semble pas très bien maîtrisé par les différents acteurs, c'est celui des convictions religieuses, et notamment dans la sphère privée. Je pense qu'il y a tellement eu de débats, de discussions politiques autour de ça, que c'est un peu flou, et moi je me rends compte que c'est pas évident à maîtriser la question de la liberté religieuse, des convictions religieuses, philosophiques, politiques, etc. Mais notamment dans la sphère privée, puisqu'il y a une possibilité de limiter cette liberté, effectivement, dans la sphère privée,
Mais elle est soumise à beaucoup de conditions. C'est pas une limitation parce que voilà, parce qu'on veut dans l'entreprise, on ne veut pas. Non, il faut que ce soit quand même un objectif qui soit légitime. On ne peut pas du jour au lendemain dire dans mon entreprise, si on est un employeur, j'impose la neutralité sur les convictions religieuses, sur les signes religieux dans mon entreprise. Il faut que ce soit quelque chose d'abord qui soit discuté avec le représentant du personnel. Il faut que ce soit intégré dans un règlement intérieur, que ce règlement intérieur ait été déposé à l'inspection du travail, et il faut qu'il respecte un certain nombre de règles, voilà, par rapport à ce que je disais. Et moi, je fais pas mal d'interventions dans le cadre justement de la promotion de l'égalité. Et pour dédramatiser un peu, très souvent, je commence, quels que soient les publics. On intervient avec des travailleurs sociaux, j'interviens avec des étudiants, je suis intervenu avec des gendarmes, des policiers. Et très souvent, je dis en introduction, vous savez, les discriminations, effectivement, quand on regarde les 25 critères de discrimination, on est tous potentiellement en situation d'être discriminés. 25 critères, c'est beaucoup, hein, effectivement. Mais je dis aussi, on est tous potentiellement des acteurs de la discrimination. On peut être discriminant dans sa responsabilité professionnelle, même dans sa vie personnelle, si on a un logement à louer qui nous appartient. Il faut toujours se mettre dans cette situation-là. Est-ce que moi, dans cette situation, est-ce que j'ai tous les éléments? Est-ce que j'ai pas encore des idées reçues? Est-ce que j'ai pas encore des représentations qui font que si j'ai un petit studio à louer, je vais peut-être pas le louer à un jeune parce que ça fait trop de bruit. Je vais pas le louer à une femme seule avec un enfant parce qu'elle aura pas, etc., etc. Donc, effectivement, les discriminations, c'est quand même assez massif dans notre société, mais on les porte aussi en nous, et donc il y a un travail personnel à faire à ce niveau-là, dans sa profession, voire dans sa vie personnelle. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais, Fabien, je vais t'amener ou je veux bien que tu t'avances à moi, merci. Bonjour à tous les quatre et merci beaucoup d'être venus. Et puis vous serez encore présents toute la journée. Et également merci pour votre action qui me semble aller dans un sens plutôt agréable à entendre puisque c'est toujours pour œuvrer pour autrui. Donc soyez-en remerciés si ça paraît déjà été fait. Alors la question que j'aimerais vous poser un petit peu à tous les quatre, puisque vous avez des actions différentes, quand bien même communes en termes d'essence, on va dire. Mais en ce qui concerne par exemple pour tous les deux, au niveau de l'emploi, comment ça se passe? Comment est-ce que les gens viennent à vous? Est-ce qu'ils viennent à vous physiquement? Est-ce qu'ils vous appellent au téléphone? Est-ce qu'ils passent par les mails? Sachant que, comme vous l'avez dit, un entretien, c'est toujours discriminant parce qu'on n'a pas tous accès aux mêmes outils. Donc, comment est-ce qu'en fait vous allez à leur rencontre? Comment ça se passe? Que c'est vous qui allez? Enfin, comment ça se passe? Et vous-même, messieurs, j'ai la même question. En entreprise, comment ça se passe au niveau en fait de ces fameuses plaintes? Est-ce qu'en fait, bien souvent, c'est la victime, si je puis me permettre d'utiliser ce mot, qui vient à vous pour le dire, sachant que c'est un acte qui est courageux, qui n'est pas évident à faire, parce qu'il y a toujours beaucoup de risques. Et moi-même, je le vois, moi-même, je pourrais le ressentir, c'est très difficile comme démarche. Ou est-ce qu'en fait, c'est un collègue qui vient signaler la chose, un lanceur d'alerte en quelque sorte? Donc, je ne sais pas par qui commencer, mais excusez-moi, c'est un peu long comme question. Alors, pour la question des orientations, par différents biais, on est présent physiquement lors de permanences. Par exemple, pour le dispositif EDNA, où l'on accompagne les réfugiés politiques et les primo-arrivants, on est présent à l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, où est-ce qu'on rencontre physiquement les futurs signataires d'un CIR, contrat d'intégration républicaine. Et donc, à ce moment, on présente nos actions et les personnes intéressées, si elles le souhaitent, peuvent bénéficier de notre accompagnement. Donc, l'OFI, les différents partenaires qui traitent cette question de l'asile, plus largement. Pour les habitants des quartiers prioritaires de la ville, on travaille en partenariat avec différents partenaires, tout simplement, les missions locales, Pôle emploi, Facero également, enfin voilà. C'est comme ça qu'on a la majeure partie de nos orientations. Et puis après, il y a le bouche à oreille.
Une fois que les personnes connaissent notre dispositif, qu'elles voient l'approche qui est différente, et ben elles en parlent autour d'elles, et c'est comme ça que nous viennent les orientations. Pour Facero, c'est un peu pareil. Vraiment, on travaille beaucoup en partenariat, donc c'est souvent le service public de l'emploi qui nous oriente les bénéficiaires. Votre question, je trouve qu'elle renvoie aussi beaucoup à la question, à la problématique du non-recours. On sait que les victimes de discrimination sont très nombreuses et que très peu font valoir leurs droits. Dans une enquête récente qui portait sur les discriminations perçues par les jeunes dans le domaine de l'emploi, qu'on a publié l'an passé, en fait, parmi les jeunes ayant déclaré avoir vécu des discriminations, 42% n'en avaient jamais parlé avant l'enquête. Je ne parle même pas de défendre leurs droits, n'en avaient jamais parlé à personne. Ça vous donne un ordre d'idée, parce qu'en fait, il y a la peur des représailles, il y a le fait qu'on se dit, en fait, ça a toujours été comme ça, et puis c'est comme ça, et puis ça changera pas. Le fait qu'on pense qu'on connaît pas forcément bien ses droits, ou alors qu'on pense que de toute façon, ça n'aboutira jamais. C'est vrai que la démarche n'est pas forcément facile. Voilà, donc il y a tous ces leviers, il y a tous ces obstacles à lever, je dirais. Et sur la façon de nous contacter, de façon très pratique, le défenseur des droits, comme l'a expliqué aussi, on a des permanences. Donc en Occitanie, on a plus d'une centaine de permanences tenues par 58 délégués. Donc les personnes peuvent prendre rendez-vous via Internet, par mail ou par un numéro de téléphone qui est affiché. On a tout un réseau de personnes qui nous orientent, des gens, que ce soit des services sociaux, des syndicats. Alors dans le domaine des discriminations, effectivement, ça peut être des syndicats, parce qu'on a souvent des personnes discriminées qui vont soit ne pas nous connaître, soit en fait qui vont se manifester à un moment où elles vont pas bien du tout. Des personnes, par exemple, qui sont sur des arrêts maladie depuis longtemps, ou qui ont été victimes de harcèlement discriminatoire et qui sont en fait parfois dans un état où c'est compliqué d'aller faire des démarches encore plus compliquées. Donc du coup, ça peut être parfois la médecine du travail, mais souvent en fait, ce sont des collègues ou des associations ou des syndicats qui nous orientent des personnes qui sont victimes de discrimination. Voilà. Et puis tout à l'heure, on a parlé du 3928, aussi expliqué qu'il y avait cette plateforme anti-discrimination par téléphone ou par chat. L'idée, c'est aussi d'offrir une porte d'entrée confidentielle, gratuite, où les personnes, en fait, c'est peut-être moins compliqué d'aller chatter ou téléphoner que d'aller prendre un rendez-vous quand des fois on est dans l'ensemble des difficultés que j'ai pu décrire. Donc voilà, nous on essaye vraiment de multiplier les portes d'entrée. Puis après, en matière de discrimination, c'est vraiment beaucoup de domaines, mais tout particulièrement, il faut quand même avoir en tête que pour être efficace, il faut travailler en partenariat. C'est-à-dire que une personne qui est victime de discrimination, si elle veut être bien accompagnée, bien défendue, elle va avoir besoin éventuellement d'un syndicat, elle va avoir besoin de la médecine du travail ou du médecin conseil dans le public, elle va avoir besoin d'une fondation, d'une organisation, d'une association éventuellement spécialisée dans l'accompagnement fait aux femmes, par exemple, victimes de violences sexistes ou sexuelles, etc., etc. Le défenseur des droits, nous, on a le pouvoir qu'on a, on a les résultats qu'on a, mais c'est primordial qu'on puisse travailler en partenariat avec l'ensemble de ces acteurs. Parce que les personnes, elles ont besoin d'être étayées, d'être accompagnées. Après, ça dépend. Il y a des gens très, très combatifs. Il ne faut pas non plus victimiser à outrance, mais quand même, on est dans ces enjeux-là. Merci beaucoup. Alors, je voudrais vous remercier immensément pour votre engagement de tous les jours et pour votre mobilisation aujourd'hui. Je pense qu'on peut les remercier en applaudissant, oui, merci. Tu avais le bon timing. Ce que je vais vous faire, c'est vous libérer pour vous permettre peut-être de répondre à des interrogations si vous avez une interview de la part de Quentin dans la salle d'interview. On aura l'occasion de se revoir aussi dans la journée. Je ne sais pas si, par exemple, vous allez rester parmi nous, si d'autres personnes ont des questions à vous poser. Ok, super. Alors, en attendant, du coup, la prochaine, du coup, merci beaucoup. Et merci aussi aux alumni IAE pour l'invitation, l'organisation de cette journée. C'est vraiment une belle initiative et on vous remercie chaleureusement. Merci à vous.